parle de toxique et des moustiques qui se rappliquent. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux que d'habitude et que je ne crois pas avoir déjà évoqué si ce n'est dans un live, puisqu'il s'agit des relations toxiques. Et oui, bien sûr, nous sommes au mois de février. Qui dit mois de février dit Saint-Valentin. Moi je n'en peux plus, j'ai une tête comme ça très sincèrement. Aux États-Unis en plus, ça rigole pas, on commercialise l'amour ici, sachez-le. Dans n'importe quel magasin, supermarché, tout ce que vous voulez, j'ai des ballons en forme de cœur, des chocolats, des bonbons, tout ce que vous voulez, tout pour vraiment nous faire culpabiliser si on n'est pas dans le chemin traditionnel que veut la société pour nous. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle fait ce genre de vidéo sur sa chaîne. Alors déjà sachez que j'ai dû recommencer à filmer au moins une dizaine de fois parce que très sincèrement je galère à parler de ce sujet. Je veux le faire vraiment de la meilleure manière, mais d'un autre côté je veux aussi que ce soit spontané. C'est pour ça que c'est une vidéo qui n'a pas du tout été préparée, en tout cas qui n'a pas du tout été écrite, parce qu'en réalité je la prépare depuis 2 ans. Je veux vous la proposer depuis 2 ans. Le souci c'est que je n'avais pas le recul nécessaire, que je n'avais pas encore réussi à comprendre tout ce qui s'était passé et que je n'avais pas le vocabulaire, et je pense que c'est quelque chose dont il faut parler avec précaution, parce que peut-être que des personnes qui vont me regarder là maintenant sont dans une relation toxique, et donc du coup je sais à quel point ça peut affecter la santé mentale et physique. Donc je tenais à faire ça de manière propre, mais sachez que je ne suis pas une spécialiste, que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est basé sur mon expérience, sur les recherches que j'ai pu faire à l'époque, et que ce sera beaucoup de mon ressenti. Donc tout ce que je demande en fait c'est de la bienveillance dans les commentaires. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. La première c'est que comme je vous ai dit, en fait on nous vend de l'amour, mais on ne nous vend pas un amour sain. En fait on nous encourage à nous lancer à cœur perdu dans des relations parce que visiblement être seul c'est un peu la honte. Ce que je constate moi c'est qu'on préfère des personnes en couple et malheureuses que des personnes seules et heureuses. Une personne célibataire elle est un peu dans une sorte de sas, dans une salle d'attente très clairement, pour quelque chose de mieux qui serait visiblement le couple. Je pense qu'il y a une très grosse éducation et sensibilisation qui doit être faite par rapport aux relations. Bon, on est en période de Saint-Valentin, donc forcément je vais parler de relations amoureuses, mais sachez que lorsqu'on parle de relations toxiques, on parle de n'importe quelle relation, hein. Ça peut être au sein de la famille, dans le cadre professionnel, avec vos amis, et croyez-moi, j'en ai eu des relations toxiques avec mes amis. Mais c'est vrai que dans le domaine amoureux, dans la vie amoureuse des gens, c'est ça qui prévaut le plus, justement à cause de la pression qu'on met aux gens pour qu'ils soient en couple, pour qu'ils puissent, encore une fois, suivre le chemin traditionnel, donc se mettre en couple, se fiancer, se marier, avoir des enfants, acheter la maison, le chien. Et suite à une conversation que j'ai eue avec une amie, je me suis dit mais ouais non, c'est absolument pas sain, et c'est ça aussi qui encourage les gens à se mettre en couple avec des personnes dont ils ne sont pas non plus super amoureux ou amoureuses, et à rester dans des relations qui ne leur conviennent absolument pas. La deuxième raison pour laquelle je voulais parler de ça aujourd'hui en vidéo, même si même là maintenant je ne sais même pas de quoi je vais vous parler, je sais pas encore quel aspect je vais aborder, c'est parce que quand je suis sortie de ma relation toxique, donc il y a 2 ans, la première chose que j'ai cherché, c'était des ressources, c'était de la documentation. Je voulais comprendre ce qui m'était arrivé. C'était crucial en fait pour moi d'intellectualiser ce qui m'était arrivé. Après ça c'est quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours, mais c'était encore plus important après cette relation-là. Et ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a très peu de ressources, bien sûr. J'ai tout cherché, podcast, vidéos, entretiens, interviews, articles, tout, livres, films, séries, j'ai tout cherché parce que j'avais ce besoin absolu de m'identifier à d'autres personnes, de savoir que je n'étais pas folle, parce qu'en fait quand vous quittez une relation toxique, quand vous sortez d'une relation toxique, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est fictif. Et du coup en fait c'est cet ancrage dont j'avais besoin, et malheureusement je me suis rendu compte que tout le vocabulaire que j'ai pu acquérir,
tout ce que j'ai pu apprendre, ça vient de l'anglais, ça venait du monde anglophone. Quand je vous parle de gaslighting, quand je vous parle de breadcrumbs, love bombing, tout ça, c'est du vocabulaire qu'on n'a absolument pas en France. Et pourtant, je vous assure que rares sont les personnes que je connais, en tout cas, qui n'ont pas vécu ce genre de choses, qui ne sont pas passées elles-mêmes par ce genre d'étapes. Cette vidéo est faite pour vous, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez dans une relation toxique et vous n'arrivez pas encore à identifier, à mettre un mot sur ce qui se passe, que vous soyez sorti d'une relation toxique volontairement ou non, que vous soyez ami avec quelqu'un qui vit une relation toxique et que vous n'arrivez pas à aider, à accompagner la personne, tout ça, tout ce que je vais dire là, vous êtes adressé. Et c'est vraiment pour sensibiliser que je fais cette vidéo parce que croyez-moi maintenant là que je suis face à ma caméra, c'est pas une partie de plaisir de ouf, mais je pense que c'est nécessaire et je pense que il y a 2 ans, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo de la sorte. Enfin, je vais achever cette préface avec un petit peu de prévention. Je ne compte pas parler de violence physique, je vais parler uniquement de violence émotionnelle et psychologique. Si vous êtes victime de violences physiques, n'oubliez pas qu'il y a le numéro d'écoute 3919, numéro national qui est donc disponible 24 heures sur 24 et qui est là justement pour assister les femmes victimes de violences conjugales, violences sexuelles, etc. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, vous ne méritez pas ce qu'il vous arrive et personne ne mérite de se sentir en insécurité dans sa propre maison, d'être violenté par quelqu'un d'autre et surtout pas par quelqu'un que l'on aime. Voilà, ceci étant dit, comme je vous ai dit, moi je vais vraiment me concentrer sur l'aspect un peu plus insidieux des relations toxiques puisque c'est ça que j'ai vécu et je ne préfère pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. La violence faite aux femmes, on en parle de plus en plus et c'est très bien. Mais c'est vrai que tout l'aspect manipulation, mensonge et au final les dégâts qui peuvent affecter la psyché, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent et pourtant c'est quand même, ça accompagne bien souvent aussi la violence physique, mais c'est quelque chose qui constitue le cœur, je dirais, des relations toxiques. Je veux vraiment que cette vidéo soit une sorte de commencement en fait, que ce soit peut-être un déclic pour certains et certaines, que les personnes puissent se dire « Ah tiens, ouais, il faudrait peut-être que je m'intéresse à ça, je m'intéresse à ça ». Je pense pas que ce soit nécessaire en vrai d'apporter une définition à la relation toxique, parce qu'on sait. On sait quand on est dans une relation toxique. On le sent plutôt, en fait, on a une sorte d'instinct, vous savez, on est des animaux, donc on est des personnes très instinctives et généralement notre instinct le sait et il y a une sorte de mécanisme de défense qui se met en place et en fait ce qui va déterminer le déclic de la personne qui subit ou qui est victime justement de ce genre de relation, c'est est-ce qu'elle va être prête à écouter son instinct, à aller jusqu'au bout et à prendre la responsabilité de ce que tout cela implique, c'est-à-dire partir. Alors bien sûr, moi je parle en mon nom, mais on est d'accord que les personnes toxiques, les relations toxiques, ça n'a pas de genre, hein. Femme, homme, personne non binaire, personne transgenre, tout le monde a sa dose de toxicité, moi la première. Et d'ailleurs, du coup, je tiens aussi à dire que c'est très important, je pense, dans le processus de guérison, de aussi reconnaître ses torts. J'ai été moi-même une personne très toxique, en amitié comme en amour d'ailleurs. Et c'est justement en acceptant cette part un peu sombre de moi, en acceptant mes erreurs que j'ai pu mieux comprendre les enjeux en fait et qu'est-ce qui peut se passer dans l'esprit d'une personne qui manipule, qui a des accès de colère, qui crie, qui est violent, etc. Donc c'est un peu avec cette double perspective que je vais vous parler et croyez-moi c'est pas évident, en fait c'est carrément nul, je suis assez honteuse d'avoir été moi-même comme ça, mais je me vois pas non plus faire une vidéo sur les relations toxiques en vous cachant cette partie de moi. Voyez, je veux pas non plus utiliser juste la relation que j'ai eue où j'ai été victime de ça en oubliant justement une relation où moi-même mais j'étais un diable en fait. Et parce que ça n'aide personne, je pense que ça n'aide personne et ça ne sensibilise pas d'avoir constamment des discours de personnes qui ont été victimes de.
Et c'est d'ailleurs la même chose pour le harcèlement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus très longtemps. Mais pour avoir justement été victime de harcèlement et pour l'avoir infligé aussi, volontairement ou pas, à des gens, je trouve que c'est facile de se dire « Ah bah j'ai été victime de harcèlement, voilà ». C'est pas comme ça qu'on sensibilise les gens. Et d'ailleurs dans les relations toxiques, la raison pour laquelle il y a autant de relations malsaines autour de nous, c'est parce que c'est tellement simple d'être toxique. Et parce que les gens ne se rendent pas compte. Et d'ailleurs, je vais vous dire une phrase que j'aime beaucoup et que je cite souvent, c'est que les problèmes que vous avez, les traumatismes d'enfance que vous avez, si vous ne décidez pas de les régler vous-même, croyez-moi que vos relations intimes le feront pour vous. Et effectivement, tous les traumas d'enfance, toutes les choses que j'ai développées suite justement à un certain harcèlement, que je n'avais jamais vraiment analysé, que je n'avais jamais vraiment admis, se sont réveillés dans ma relation et justement je fais vivre ça à mon partenaire qui en a souffert. Et c'est en admettant tout ça, en essayant de me poser et de comprendre que j'ai pu travailler là-dessus. Dans les comportements toxiques, que ce soit chez vous ou chez les autres, je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'admettre qu'on a des comportements toxiques. Il y a des personnes qui s'arrêtent là, qui disent oui, j'ai des comportements toxiques, mais au final, étant donné qu'ils ne font pas les autres étapes, c'est quelque chose qui est amené à se reproduire de toute façon. Donc, admettre qu'il y a un comportement toxique, essayer de voir comment il se manifeste. Est-ce que je frappe? Est-ce que je hurle? Est-ce que je crie? Est-ce que je pleure? Comment ça se manifeste sur moi et sur les autres? Ensuite, essayer de retracer ça, de voir d'où ça vient, parce que bien souvent, on peut dire ce qu'on veut, bien souvent ça vient d'un truc dans notre enfance, de notre adolescence, etc., où là, il y a eu quelque chose qui a été intériorisé à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que... Et la dernière étape, la plus importante, décider de travailler dessus et de s'améliorer. Si les étapes-là ne sont pas respectées, je ne pense pas que les comportements toxiques puissent cesser. Je vais garder l'exemple des crises de colère parce que je trouve qu'on le voit pas mal aujourd'hui et qu'en plus, comme je vous l'ai dit, je l'ai vécu et je l'ai fait vivre. Donc, du coup, j'ai vraiment la double perspective. Mais en fait, bien souvent, les personnes qui ont des problèmes de colère, c'est parce qu'à un moment donné ou un autre, dans l'enfance ou dans l'adolescence, il y a eu une sorte de répression des sentiments. C'est-à-dire que la personne a évolué dans un contexte où exprimer ses sentiments, c'était pas nécessairement bien accepté, ou alors c'était très rejeté par les parents. Et donc du coup, on a, donc, comme j'ai dit, une sorte d'autocensure, où la personne prend énormément sur elle, garde tout pour elle, etc. Et donc du coup, à un moment donné, automatiquement, ça explose. Comment ça se répercute à l'âge adulte? La personne qui n'a jamais appris à exprimer de manière saine et safe ses sentiments, au lieu de le faire, donc, explose et hurle. C'est important de garder ça en tête, on a tous notre propre définition de ce qui est toxique ou pas. Les choses que vous allez accepter dans une relation avec vos amis, vos parents, vos partenaires, peut-être sont des choses que moi je ne tolérerais absolument pas et vice versa. Donc il y a des comportements, notamment celui-ci, qui sont plus ou moins faciles à identifier et qui vont vous permettre d'établir si oui ou non vous êtes dans une relation toxique. Donc vous avez d'un côté l'instinct qui est pour moi primordial parce qu'il faut toujours suivre son instinct. En tout cas dans mon cas, moi ça m'a toujours aidé et mon instinct n'a jamais tort. Mais il y a aussi un autre phénomène qui se passe lorsque vous êtes dans une relation toxique qui est très révélatrice et qui va peut-être vous aider à comprendre et à savoir si oui ou non vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un. C'est lorsqu'on décide de mentir pour eux, lorsqu'on décide de cacher certaines choses à notre entourage. Si par exemple vous avez l'habitude avec vos parents, votre mère, votre père, vos frères et sœurs ou une amie, je ne sais pas, de vous raconter vos vies respectives, ce qui se passe, etc. Et que là, justement, dans le cadre de votre relation, vous décidez de cacher certaines choses, alors je parle pas bien sûr d'intimité, hein, je parle vraiment d'incidents qui se passent au sein de la relation, que vous décidez de ne pas mentionner à vos proches parce que vous savez qu'à partir du moment où vous en parlez, les proches qui eux n'ont aucun lien, ni amoureux, ni amicaux, ni rien avec la personne toxique en question, eux vont voir clair dans le jeu de la personne et la réputation de cette personne va être amochée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais je pense qu'on a tous déjà eu un moment où une amie ou un pote nous a fait du tort dans une relation amicale et à partir du moment où on en parle à nos parents, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Même si vous vous rabibochez avec votre pote,
Votre mère, elle la détestera à vie. Et ben c'est la même chose avec une relation, encore une fois quelle qu'elle soit, mais une relation amoureuse. Si vous commencez à cacher les choses qui se passent dans votre couple, parce que vous savez, vous savez que vos proches, eux, ils vous diront les choses de manière très sincère et qu'ils commenceront à clairement avoir une très mauvaise image de votre couple et de votre compagnon ou de votre partenaire, là, ça sent pas bon. Un autre indice qui peut vous permettre de savoir si vous vous trouvez dans une relation toxique ou si justement vous en êtes extérieur et que c'est votre ami qui le subit, eh bien c'est de voir la personne s'éloigner et s'isoler. Dans les relations toxiques, on a une sorte de codépendance qui se crée. Bien souvent, c'est le même schéma. On va avoir une personne assez manipulatrice, un peu torturée, mais qui pourtant est appréciée par tout le monde, qui a une très belle image sociale et tout. Et une personne peut-être un peu plus introvertie, très empathique, qui est beaucoup dans l'écoute, dans l'aide de l'autre. Et les deux vont venir se nourrir de manière bien sûr très malsaine. Mais on a un peu cet équilibre-là qui se forme. Et les deux vont venir former un cocon. Enfin, le cocon va surtout être formé par la personne manipulatrice qui va isoler de plus en plus sa victime, parce qu'on peut parler de victime dans ce cas-là, en la nourrissant de pensées telles que tes amis ne t'aiment pas, ta famille ne te veut pas du bien, tu n'as pas vraiment d'amis, moi je serai toujours là pour toi. En fait, c'est souvent des cas où la personne manipulatrice va partir littéralement en campagne électorale contre vos proches pour vous empêcher de sortir de ce noyau de couple. Je ne l'ai jamais vécu personnellement en tant qu'amie, mais je pense que ça doit être assez difficile de voir son ami se faire un peu endoctriner par quelqu'un d'autre et de le ou la voir s'éloigner justement pour s'isoler encore plus dans son couple. Si c'est le cas, si vous avez un ou une amie dans ce cas-là, ne perdez surtout pas espoir. Le plus important, je pense, c'est de rester là, d'écouter et d'être sûr que la personne soit au courant de ce qui se passe. Vous ne pourrez jamais forcer une personne à quitter une relation. Même si vous voyez la toxicité de la relation, il faut que le déclic vienne de l'intérieur. Mais c'est très important aussi pour les personnes qui vivent ce genre de choses d'avoir une oreille attentive et de savoir que si jamais quelque chose se produit, elles auront l'écoute et elles auront l'assistance de leurs amis. Encore une fois, je le sais, c'est une situation qui est assez délicate parce que on a un peu l'impression d'être utilisé parce qu'un coup, elle s'isole dans son couple et l'autre, elle a besoin de nous. Mais après, si vraiment vous tenez à cette personne, ne forcez pas les choses, vous ne pourrez pas l'obliger à quitter la relation, mais en tout cas, être là, savoir en tout cas qu'elle peut compter sur vous. Je pense que c'est ça le plus important. Comme je l'ai dit, rien n'empêche de lui parler de manière très factuelle de ce qui se passe et de s'assurer qu'elle se rende bien compte que la situation n'est pas normale. Après, qu'elle décide de quitter la relation ou pas, ça c'est son problème. Vous, entre guillemets, votre taf, même si clairement c'est pas votre responsabilité, mais je sais que si moi c'était le cas avec une amie, c'est ce que je ferais, c'est de lui dire écoute, il se passe ça, est-ce que tu penses que c'est normal? Non. Bon bah voilà, maintenant t'es au courant, c'est à toi de gérer le truc. Il y a aussi quelque chose qui marche bien, c'est de dire à la personne en question qu'est-ce que tu penserais si c'était moi qui vivais ça. Imaginons que vous avez une amie, vous vous adressez à elle et vous lui dites et si moi je vivais ça, qu'est-ce que tu en penserais? Parce que c'est plus facile d'être bienveillant envers ceux qu'on aime que d'être bienveillant envers soi-même. Si vous voulez une autre technique qui va vous permettre d'établir si oui ou non vous êtes dans une relation toxique, eh bien regardez à la manière dont vous communiquez avec la personne. Est-ce que vous pouvez parler librement de vos émotions, de vos ressentis? Est-ce que vous parvenez sans crainte à établir des limites? Ou au contraire, est-ce que lorsque vous essayez de parler de quelque chose qui vous a peiné, qui vous a frustré, qui vous a fait du mal, la personne s'énerve en face, vous remet la faute sur vous, vous fait culpabiliser d'une manière ou d'une autre en vous disant que c'est vous le problème, que vous êtes trop sensible, ou n'essaye même pas de se remettre en question et automatiquement dit mais non, c'est toi, c'était juste une blague. De manière générale, ne pas pouvoir exprimer ce que l'on ressent avec les personnes dont on s'entoure, c'est un souci, je pense. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre que dans une relation, exprimer son mécontentement ou essayer de mettre des limites, de poser des limites, c'est quelque chose de très sain. Et ce n'est pas du tout un signe de rupture, ce n'est pas un signe que l'on veut mettre fin à la relation, au contraire. C'est un signe que l'on veut garder cette relation, mais avec de nouvelles conditions.
avec de nouveaux termes. Avoir une discussion avec quelqu'un, être capable d'exprimer ce qu'on ressent, mettre de nouvelles conditions, mettre des barrières, c'est quelque chose de très sain et ça permet de pérenniser vos relations, plutôt que d'y mettre fin. Et toute personne qui n'est pas capable de recevoir ce que vous avez à lui dire concernant justement vos propres limites, est une personne qui souvent s'énerve parce qu'elle ne bénéficiera plus de l'abus qu'il y avait de base. Ça pour moi c'est un très bon signe. Lorsque vous commencez à marcher sur des œufs, lorsque vous avez peur de la réaction de votre partenaire, de votre ami, enfin ou qu'est-ce, c'est pas bon signe. Être dans une relation toxique, c'est aussi se perdre totalement. C'est ne plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est ne plus savoir qui on est. C'est ne plus savoir si on peut prendre des décisions seul ou si on a besoin absolument de cette personne pour appuyer et soutenir tout ce qu'on fait. Et croyez-moi, la violence émotionnelle est terrible et fait d'énormes dégâts. C'est très très dangereux de ressortir d'une relation toxique et de n'avoir personne et de devoir se reconstruire seul. Je pense que si on n'a jamais vécu de relation toxique, on a du mal à comprendre et c'est pour ça qu'il y a vraiment un langage qui s'établit entre les personnes qui ont vécu ce genre de situation, où on discute et on se rend compte en fait qu'on a vécu les mêmes choses, qu'on a ressenti les mêmes choses. C'est pour ça aussi que je décide de faire cette vidéo, même si je sais pas à quel point elle va être utile sincèrement, vu que je ne l'ai pas particulièrement préparée. En sortant de cette relation toxique, je ne m'alimentais plus, je ne dormais plus, je ne pouvais plus faire des tâches simples du quotidien. Je faisais des listes pour la vie, pour les choses basiques de la vie. Se lever, s'habiller, manger, se laver. On peut dire que c'était un épisode dépressif, c'est sûr, avec toutes les pensées sombres qui l'accompagnent. Et c'est parce que je ne souhaite ça à personne sur cette terre que je fais cette vidéo, que j'encourage les gens à faire des recherches, à lire. Et d'ailleurs, je vais vous parler de 3 livres qui, moi, m'ont un peu aidé, même s'il y avait quand même eu beaucoup de travail en amont. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Almost Love de Louise O'Neill. Et pour la petite anecdote, pour vous dire à quel point moi, mon instinct ne me trompe jamais, j'ai commandé ce livre alors que j'étais encore en relation avec la fameuse personne dont je parle dans cette vidéo. Alors c'était clairement sur la fin de la relation et d'ailleurs le livre est arrivé une fois qu'on était séparés, mais je pense pas qu'il y ait de hasard et du coup je l'ai lu justement quand la rupture était encore fraîche. Et alors ça correspondait pas exactement à ce que moi je vivais, mais ça m'a aidé à me rendre compte que on a vraiment banalisé des choses dans nos relations, surtout amoureuses, qui sont aberrantes finalement. En fait, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune professeure qui un jour va rencontrer un parent d'élève, un monsieur célibataire, qui est de 20 ans, son aîné, et alors qu'au début s'installe une sorte de relation sexuelle un petit peu détente, sans attache, etc., la protagoniste va petit à petit devenir totalement obsédée avec cet homme qui la sollicite beaucoup au début et qui va finir par se retirer petit à petit. Alors ils sont pas vraiment en relation, c'est pas une relation établie, lui est très clair sur le fait qu'il n'a pas envie d'être dans une relation sérieuse, mais le peu de choses qu'il lui donne, et c'est ça qu'on appelle du breadcrumbing, donc breadcrumbing ce sont les miettes de pain qu'il lui donne, sont suffisantes pour qu'elle tombe amoureuse et du coup devienne obsédée et perde totalement sa santé mentale, parce qu'on avait quand même une femme extrêmement sûre d'elle, peut-être même un peu arrogante en fait au départ on se dit mais en fait elle est chiante, et c'est très intéressant de voir justement à quel point une femme ou une personne en fait, peu importe la confiance en elle qu'elle a, peut la perdre facilement lorsqu'elle est mise dans ce genre de situation. C'est très touchant et c'est assez choquant aussi parce que je ne connais pas une seule personne qui n'a pas vécu les situations de la protagoniste. Attendre des heures avant de renvoyer un message, épier sur les réseaux les moindres faits et gestes de la personne, ne pas trouver son compte, ne pas être satisfaite par la relation, parce que cette relation apporte, et rester quand même, se mettre au second plan, se faire passer
après la personne avec qui l'on est. Tout cela, ce sont des choses que l'on retrouve dans le livre de Louise O'Neill et d'ailleurs je vous le conseille. L'autre livre que je vais vous conseiller, ici il s'agit d'un livre français, d'une BD je dirais, il s'agit de Tant pis pour l'amour, de Sophie Lambda, il me semble que c'est un pseudonyme. C'est l'histoire de l'autrice qui a décidé de partager une rencontre qu'elle a faite avec un homme un jour. Et alors que tout se passait bien, tout était incroyable au début, ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire bombarder la personne d'amour au tout début pour ensuite lui retirer, une fois qu'elle est bien agrippée, et bien justement dans cette relation, les choses se gâtent et on part sur une relation extrêmement toxique. Je me suis beaucoup plus identifiée avec cette histoire-là parce que ça ressemblait beaucoup à ce que moi j'avais pu vivre. L'autrice le fait avec un petit brin d'humour et je trouve que c'est plutôt bien abordé. Elle le fait aussi avec le recul d'une personne qui n'est plus sous emprise et donc automatiquement c'est très mature en fait comme lecture, même si c'est sous la forme d'une BD. Celui-là aussi, pareil, ça je vous le conseille si vraiment vous voulez... Alors c'est pas très scientifique, hein, même si elle utilise des termes par contre, elle utilise des termes qui sont propres aux relations toxiques, il me semble qu'elle parle de pervers narcissiques. Mais c'est sûr que cette histoire est bien si vous avez besoin de vous placer dans une sorte d'unité et dans une sorte de collectif pour être assuré que votre histoire n'est pas unique, que d'autres personnes ont vécu ça et que vous n'exagérez pas, parce qu'il y a aussi toute cette partie-là dans les relations toxiques, c'est qu'on se dit qu'on exagère, que justement vu qu'il n'y a pas de violence physique, ben c'est pas si grave, etc. Alors que comme je l'ai dit, justement, ça a un impact dévastateur parfois sur les personnes. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus théorique, écrit par une psychiatre ou psychologue, je ne sais plus, mais vraiment quelque chose d'un peu plus solide, je vous conseille la BD Pervers narcissique, justement. Donc là, c'est assez simple. Et en fait, ce livre est assez intéressant parce que ce sont des petites scénettes. Ce sont plein de petites scénettes de la vie de tous les jours, sous forme de BD, donc avec des images, et à chaque fois, à la fin de la scénette, l'autrice explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans la tête du manipulateur ou de la manipulatrice au moment de la scène, et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la victime au moment de la scène. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Et aussi, elle offre des pistes pour résoudre ce genre de situation. Et le but, c'est justement de les dépeindre, donc de mettre vraiment des mots et des images dessus, mais en plus de les passer à travers un filtre psychiatrique qui va lui permettre d'analyser et de faire comprendre aux victimes et aussi aux personnes qui le font vivre que ce ne sont pas des comportements sains et que ça peut affecter l'autre de manière drastique. Parce qu'il faut aussi garder en tête le fait que certaines personnes toxiques ne réalisent pas qu'elles le sont et ne le font pas volontairement. Il y en a d'autres, la manipulation, le mensonge, tout ça bien entendu c'est volontaire, mais beaucoup de personnes de notre entourage sont toxiques de manière tout à fait involontaire. Et on l'est tous d'ailleurs, on est tous un petit peu dans ce cas-là. C'est pour ça que je dis que ce livre est de notoriété publique, parce que ça nous permet aussi d'avoir une certaine introspection et de se dire « Ah d'accord, c'est vrai que quand je fais ça, j'inflige telle ou telle chose à l'autre et c'est pas nécessairement ça. » Donc voilà pour les recommandations de lecture que je veux vous faire. Je crois que je n'ai jamais autant parlé sur ma chaîne et pourtant, Dieu sait que j'ai énormément de choses à dire. Le souci, c'est que je n'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails de ma vie privée et que c'est tellement délicat et chaque relation est tellement unique que c'est difficile de dispenser des conseils là comme ça sur la voie publique sans connaître toutes les subtilités de vos relations. Pour toutes ces personnes qui pensent être des cas à part, qui pensent ne pas être légitimes à souffrir, etc. Cette vidéo est là pour vous dire que votre souffrance est légitime. Non, ce que vous avez vécu n'est pas normal. Non, personne ne mérite de souffrir. Et permettez-moi de rajouter quelque chose si vraiment vous n'êtes toujours pas convaincu que ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement est une relation toxique. Si vous avez déjà vécu une séparation amoureuse, vous savez le mal que ça fait. Vous savez à quel point c'est douloureux de quitter quelqu'un qu'on aime ou d'être quitté par quelqu'un qu'on aime. Ce que vous éprouvez actuellement là n'a rien à voir avec les pleurs que vous aviez parce que votre mec vous avait quitté ou parce que votre meuf vous avait quitté. Croyez-moi, il y a une différence énorme entre mettre fin à une relation et mettre fin à une relation toxique. Et vous le verrez justement chez les personnes qui s'en sortent, qui sortent de ce genre de relation.
elles ne sont absolument pas les mêmes. Et la douleur n'est pas la même et la convalescence surtout n'est absolument pas la même. Ne confondez pas justement la peine qui va avec la fin d'une relation avec la peine que vous éprouvez lorsque vous sortez d'une relation toxique. Parce que dans une relation saine, ou on va dire normale, vous faites le deuil de votre relation. Vous pouvez faire le deuil aussi de la personne avec qui vous étiez. Mais dans une relation abusive, dans une relation toxique, non seulement vous devez faire le deuil de votre relation, mais vous devez aussi faire le deuil de la personne que vous étiez parce que vous en ressortez absolument détruite. Et ça pour moi, c'est un des signes les plus importants que vous avez vécu une relation toxique. Cette vidéo touche à sa fin. Comme je l'ai dit, il y a énormément de choses que je n'ai pas abordées, que j'aborderai certainement dans mon live. Donc si ça vous intéresse de parler de tout ça avec moi en live, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne dimanche, donc le dimanche 13 février à 20 h, heure française. Si vous souhaitez vous exprimer, si vous souhaitez rebondir sur quelque chose que j'ai dit, si vous voulez apporter plus de précision ou parler de votre propre expérience, n'hésitez pas à le faire dans l'espace de commentaires. Ce sera un espace que je contrôlerai avec attention. Je veux que ce soit un espace safe, un espace sain et je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Après tout, la Saint-Valentin, c'est aussi la fête de l'amour. En ce qui me concerne, je vais la passer avec des personnes que j'aime et ça s'arrête là. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour le live, mais aussi pour une prochaine vidéo. Bye bye.